Eh bien, bonsoir à tous et à toutes. On est ravis de vous recevoir sur le plateau de Dental. Éric Serfati et moi-même, Jean-Paul Vian. Nous allons avoir un grand plaisir ce soir en recevant Brice Lemaire, qui est à la fois un de nos amis et un formateur expert en hypnose dentaire, opératoire et thérapeutique. C'est le sujet de ce soir. Pour tous ceux qui se sont connectés à l'instant, nous avons mis une configuration où vos micros et vos caméras sont désactivés. Bien entendu, vous avez la possibilité, pendant la conférence, de poser des questions à travers le chat. À la fin de la conférence, il y aura, si vous le souhaitez, une série de questions-réponses. Et à ce moment-là, vous pourrez désactiver vous-même vos micros, éventuellement vos caméras pour qu'on vous voit. Et en tout cas, cette conférence de Brice se passera sous un mode convivial et conversationnel. On va faire une conférence conversation de telle sorte à ce que la fin de journée se passe la plus tranquille et que nous puissions ensuite échanger. Donc, en quelques mots, j'ai le plaisir donc, de vous présenter Brice Lemaire. Brice est docteur en chirurgie dentaire, praticien libéral, auteur, conférencier, formateur en hypnose. Il est le co-créateur et formateur principal du diplôme universitaire d'hypnose dentaire de la faculté de Nice. Et il est le créateur pour la France du Dale Endman Hypnosis Institute, dont il va nous parler, Brice, pour nous dire quel est cet institut et quel est son objectif aujourd'hui. Écoute, on te cède la parole. On a beaucoup de questions parce que l'hypnose, pour nous, praticiens, c'est, en tout cas en ce qui me concerne, c'est une découverte. Et ben, tu vas nous en parler avec ton expertise et ton expérience. Merci Jean-Paul pour la présentation. Donc, Brice Lemaire, je suis chirurgien dentiste libéral, j'exerce depuis 1996 à Nice et j'ai commencé l'hypnose en fait il y a plus d'une vingtaine d'années. En fait, c'est des patients qui m'ont amené à l'hypnose. Une fois, j'ai eu un patient qui était ce qu'on appelle un patient phobique, un véritable phobique. C'est-à-dire, je suis arrivé en salle d'attente et puis je lui ai dit bonjour et boum, il a fait un malaise vagal, il s'est évanoui. Alors, je n'avais pas fait d'induction, ce qu'on appelle hypnotique, pour le mettre en transe, mais en fait, lui-même, s'étant conditionné de façon totalement négative depuis plusieurs jours avant de venir au cabinet, ben, en fait, dès qu'il m'a vu, il est tombé, il a fait un malaise vagal. Et là, j'ai commencé à m'intéresser finalement à une approche un peu plus psychologique de la profession, à savoir que on soigne des patients, on soigne, on a un métier qui est à la fois médical, qui est technique, qui est scientifique, mais en même temps, il y a toute une partie psychologique qu'on peut amener aux patients. Pour tous les patients, pas que les patients phobiques. Voilà. Donc, dans ces années-là, j'ai commencé à m'intéresser à l'hypnose. Je me suis formé à l'hypnose qu'on appelle ericksonienne, et on parlera un petit peu de la différence avec l'hypnose formelle, qui est une hypnose orientée davantage vers le langage. Et ensuite, je me suis formé davantage à de l'hypnose qu'on va dire formelle, c'est-à-dire avec de la transe profonde, et voir quelles étaient toutes les implications, les utilisations qu'on pouvait faire de l'hypnose opératoire et thérapeutique. J'ai fait l'essentiel de mes formations dans les pays anglo-saxons parce qu'en France, il n'y avait pas grand-chose dans ce domaine-là. Voilà, et puis après, il y a une petite dizaine d'années, on a monté avec le docteur Puy-Ségur à Nice le premier DU d'hypnose dentaire opératoire. Après, moi, j'ai monté un institut de formation privée en hypnose médicale. Et puis, je fais des conférences un peu, je fais des ouvrages sur l'hypnose dentaire, sur la spécificité principalement de l'hypnose dentaire, sur l'hypnose médicale également, sur l'histoire de l'hypnose. Enfin, voilà, c'est devenu une passion et, on va dire, consubstantielle à ma pratique professionnelle. Alors écoute, en tant que profane, la première question qui me vient, c'est est-ce qu'il y a un rapport avec l'hypnose de spectacle? Alors, oui, il y a un rapport avec l'hypnose de spectacle et non. Ce que je veux dire par là, c'est une réponse paradoxale. Mais en fait, il faut savoir que l'hypnose, c'est un état particulier, en fait, de mode de fonctionnement cérébral. Pour simplifier, dans la journée, on est conscient et puis la nuit, on dort et on rêve.
Voilà, c'est ce qu'on appelle le sommeil paradoxal. Et quand on rêve, en fait, notre cerveau s'active pour recréer une représentation de la réalité à travers ces activations cérébrales. Quand on fait de l'hypnose, en fait, pour faire simple, on fait un switch cérébral, c'est-à-dire on active le cerveau du rêve dans la journée. Donc, du coup, ce cerveau du rêve a un mode de fonctionnement qui donne des réponses à la fois psychologiques et physiologiques différents au niveau de l'organisme. Alors, ça, c'est le mode de fonctionnement global. Donc, que l'on fasse de l'hypnose médicale, que l'on fasse de l'hypnose thérapeutique, que l'on fasse de l'hypnose de spectacle, en fait, on va utiliser ce mode de fonctionnement, mais les suggestions, c'est-à-dire l'orientation du référentiel ne sera pas évidemment le même. Mais on utilise beaucoup de stratégies d'hypnose de spectacle qui ont été modélisées pour le domaine médical. Très bien. Est-ce que lorsqu'on démarre l'hypnose, on a à modifier son approche, l'approche psychologique, le langage? On parle de communication positive aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des prérequis qui sont quelque part obligatoires avant d'aborder l'hypnose et quel a été pour toi le premier contact avec l'hypnose? Alors, très simplement, en fait, il faut savoir que l'hypnose va utiliser en fait diverses dimensions. Il va y avoir une première dimension qui va être, par exemple, une dimension, on va dire, plus d'ordre communicationnel. Voilà. Il va y avoir une deuxième dimension qui va être plus orientée vers ce qu'on appelle de l'hypnose conversationnelle. À ce moment-là, on va glisser, entre guillemets, des suggestions de façon plus ou moins détournée. Et puis après, il y a vraiment ce qu'on appelle la transe formelle, c'est-à-dire l'hypnose formelle, où là, on va utiliser en fait l'hypnose et surtout la transe profonde. Alors, souvent, je fais un distinguo entre l'hypnose et la transe, parce que l'hypnose, c'est un terme qui est polysémantique et qui recouvre plusieurs réalités. Donc, le plus simple, c'est de dire que l'hypnose, c'est l'art, c'est la discipline, c'est la science, et la transe, c'est le résultat que l'on obtient, qui est le terme consacré sur le plan médical. Voilà. Comment intégrer tout ça? En fait, ça s'intègre petit à petit. C'est comme tous les apprentissages, c'est quelque chose qu'on intègre progressivement en plus au quotidien, au cabinet, que ce soit à la fois pour les patients et pour soi, c'est-à-dire aussi bien pour le dentiste que pour l'équipe soignante, parce que l'assistante dentaire et même la secrétaire peuvent faire partie intégrante, on va dire, de ce team et de ce rapport, on va dire, gagnant-gagnant, aussi bien pour les patients que pour toute l'équipe soignante. Alors, Brice, à ce sujet, est-ce que tu peux considérer que sans savoir, chacun d'entre nous pratique une forme d'hypnose? Alors oui, quelque part, je pense que étant sensibilisé à ce qu'on appelle l'alliance thérapeutique, qui est cette relation, on va dire, de confiance qui s'établit entre le praticien, le patient, le praticien et la confiance en traitement, il y a évidemment tout un tas de techniques, on va dire, de communication qui sont un peu, on va dire, inhérentes à cette forme de communication. Mais la différence, c'est quand on fait de l'hypnose, en fait, toutes ces choses-là qui se font de façon plus ou moins intuitive, on va apprendre à les faire de façon consciente et après même de façon subconsciente, qui est l'automatisation, on va dire, de la technique. Et là, ça devient vraiment intéressant parce que quand on maîtrise une technique, mais quand on sait pourquoi on la maîtrise, on a beaucoup plus d'efficacité et de puissance. Quand on est concentré sur son acte en dentisterie, quand on a une intervention à réaliser, comment peut-on gérer à la fois le fait de mettre son patient en état d'hypnose, en tout cas en calme et en sérénité, on peut dire, et se concentrer sur son acte? Est-ce qu'il y a à ce moment-là l'équipe tout entière, dont l'assistante, qui fait partie de cette team, de telle sorte à ce que quand on est dans un acte délicat dans lequel on doit vraiment être totalement concentré, est-ce que l'assistante intervient à ce moment-là? Très intéressant. Alors, c'est une très, très bonne question. Voilà. Parce que souvent, quand on voit faire de l'hypnose, on voit un chirurgien ou bien un praticien, etc. Et puis à côté, un hypnothérapeute ou un hypnotiseur qui gère la transe. Là, dans le cadre qui nous occupe, ce qui va être intéressant, c'est qu'en fait, c'est le praticien qui lui-même va travailler, et mais en même temps va apprendre à gérer la transe hypnotique simultanément. Alors, comment est-ce qu'on fait ça? Il y a deux façons de le faire. Soit on peut le déléguer et le reléguer à l'assistante,
soit de façon, on va dire, complète, soit certaines parties de la gestion de la transe de l'hypnose, c'est un premier élément, soit, moi, la technique que j'utilise depuis, on va dire maintenant une vingtaine d'années, en fait, consiste à utiliser de l'hypnose profonde, c'est-à-dire des niveaux de transe qui vont permettre d'avoir un niveau d'automatisation au niveau du subconscient du sujet, c'est-à-dire un niveau de réponse automatique, et qui vont me dispenser de parler ensuite. Voilà. Donc, je vais passer plus de temps, entre guillemets, mais c'est très court, hein, c'est quelques minutes, à induire un niveau de transe profond pour ensuite créer ce qu'on appelle une boucle hypnotique et dire tout simplement au patient, voilà, plus vous avez de sensations dans la bouche, plus vous descendez en transe profondément. Donc, ce qui fait que dans mes hypnoses, quand toutes les hypnoses sont filmées au cabinet, quand on me voit travailler, en fait, je ne parle pas. Voilà. Ce n'est pas de l'hypnose conversationnelle, c'est vraiment de l'hypnose formelle et il y a beaucoup d'astuces et en même temps de techniques pour gérer la transe profonde et pour ne pas avoir à parler tout le temps. D'accord, très bien. Alors, est-ce que ça marche tout le temps, l'hypnose? Est-ce qu'il y a des indications, des contre-indications? Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, ça, c'est une très bonne question. Déjà, il y a un faux mythe qui est le mythe de la suggestibilité qui voudrait faire croire qu'il y a des patients qui sont réceptifs à l'hypnose et d'autres qui ne le sont pas. C'est faux parce qu'en fait, par définition, tout le monde dort et tout le monde rêve la nuit. Donc, cette capacité cérébrale à se laisser aller dans un état de rêverie, il est inné et il est consubstantiel à la psyché humaine. Par contre, il faut savoir que l'hypnose, c'est un apprentissage, c'est-à-dire, grosso modo, quand on fait une première séance d'hypnose à quelqu'un qui n'a jamais fait d'hypnose, comme l'hypnose, c'est un lâcher-prise, il faut accepter de se laisser aller, de se laisser guider. Il faut bien expliquer déjà au patient ce que c'est, ce qu'on attend de lui, voilà, pour établir une bonne communication. C'est ce qu'on appelle le discours préalable en hypnose. Voilà, mais c'est très rapide, hein, ça va vite. Et après, l'hypnose, c'est un apprentissage. Donc, il y a des virtuoses, il y en a qui iront très vite, très loin en transe profonde dès la première séance. Et puis d'autres, ça leur prendra une deuxième, une troisième, une quatrième séance. Mais au bout de 2, 3 séances, tout le monde a appris et compris. Et c'est l'intérêt de l'hypnose, c'est-à-dire en fait, ça crée, entre guillemets, un réflexe conditionnel qui permet aux patients d'aller en hypnose très rapidement sur le fauteuil dentaire pour toutes les séances ultérieures. Brice, pour bien intéresser tous ceux qui nous regardent ce soir, est-ce que je peux te demander peut-être une question un petit peu personnelle? Qu'est-ce qui t'a amené, toi, personnellement, à t'intéresser à l'hypnose au départ? Et si je peux me permettre, est-ce que tu ressentais quelques carences en tant que praticien qui t'indiquaient qu'il fallait mieux que tu t'adresses à l'hypnose ou que tu t'intéresses à l'hypnose? Alors, ce n'est pas une question personnelle, hein, je peux tout à fait répondre. Et c'est un peu la question que se posent tous les praticiens, je trouve, qui s'intéressent à l'hypnose. En fait, dans l'idée, j'ai le sentiment que les praticiens, à l'heure actuelle, on n'a jamais eu autant d'essor de la technologie avec l'implantologie sur ces 30, 40, 50 dernières années, plus ensuite le 4CAM, etc. En fait, on a eu vraiment un essor exponentiel de la technologie au cabinet. Et pourtant, les praticiens ne comprennent pas que les patients, premièrement, ont toujours aussi peur du dentiste, alors que, bon, on a toute la technologie, on a l'anesthésie, etc. Et puis surtout, ils n'aiment pas venir au cabinet. Les dernières études montrent que 90% des patients n'aiment pas venir chez le dentiste, 70% ont peur et 10% sont phobiques. Et quand je parle de phobiques, ce ne sont pas des patients qui ont peur d'aller chez le dentiste, ce sont des patients qui vont faire un malaise et qui seront incapables de se laisser soigner au cabinet. Donc en fait, j'explique aux praticiens d'abord qu'il faut changer de paradigme, c'est-à-dire tous les patients n'ont pas envie d'être chez nous. Voilà. Donc, si on leur propose, si on tend leur perche, si on leur tend la perche, si on leur propose un outil qui va leur permettre, entre guillemets, d'être détendus pendant tout le moment où on va réaliser le traitement, ce sera tout bénéfice, aussi bien pour les patients que pour l'équipe soignante. Et souvent, il faut comprendre que la bouche, en fait, c'est une zone émotionnelle très forte. C'est peut-être la zone où il y a le plus d'enjeux émotionnels au niveau du corps humain. L'appareil manducateur a plusieurs fonctions et qui se regroupent toutes dans la bouche. Donc, c'est pour ça que les patients ont une telle appréhension et n'aiment pas se faire soigner chez le dentiste. Alors, ce qui est intéressant, c'est si on veut que le regard, en fait, du patient change sur le dentiste, ben, il faut que le regard du dentiste change sur le patient. Et c'est un peu l'enjeu, je trouve, du praticien du 21e siècle, c'est-à-dire d'amener à la fois tout le confort en termes de, on va dire, de technologie médicale, scientifique, et en même temps toute
cette approche, on va dire, psychologique. Et dans cette approche psychologique et comportementale, l'hypnose, c'est l'outil le plus puissant qui a été formulé jusqu'à présent. C'est pour ça que c'est très puissant, c'est très efficace. Et ça permet vraiment, je trouve, et c'est là où, à mon sens, ça m'a beaucoup apporté, de revenir à la vocation première qu'on a, qui est de soigner. Voilà, et soigner, ce n'est pas soigner qu'une dent, c'est soigner l'entité globale du patient et le prendre en charge globalement, aussi bien sur le plan psychologique que sur le plan physiologique. Voilà. Donc, c'est un outil qui est très puissant, qu'il faut savoir manier, mais qui apporte en fait une dimension humaine, je trouve, supplémentaire extraordinaire à la pratique quotidienne. Écoute, très intéressant. On est impatient pour la suite. On est impatient pour la suite. Donc, quelles sont les indications, les indications, contre-indications, les indications de l'hypnose? Pourquoi l'hypnose? On a compris qu'effectivement, c'était un changement de paradigme pour l'équipe et pour le patient. Donc, quelles sont les indications de l'hypnose? Alors, les indications de l'hypnose, en fait, ce qui est très intéressant, c'est que pour moi, je vois deux grands domaines, l'hypnose opératoire et l'hypnose thérapeutique. L'hypnose opératoire, ça va consister à soigner un patient en hypnose. Voilà. Donc, on va l'utiliser pour les séances longues ou pour des séances très courtes. Mais c'est très intéressant de l'utiliser, par exemple, pour des séances longues. Ça peut être de la chirurgie, de l'esthétique, de la paro, de la prothèse, etc. Parce que ça va mettre le patient dans un état de détente absolue où il va, entre guillemets, débrancher complètement le corps, l'esprit pendant un laps de temps qui pourrait être, on va dire, indéfini. Après, il y a toute une partie très intéressante, c'est l'analgésie et l'anesthésie avec l'hypnose, le contrôle de la douleur, tout le contrôle opératoire, c'est-à-dire le saignement, la salivation, les tensions au niveau des muscles. Voilà, on peut garder comme ça une bouche ouverte en catalepsie pendant des heures sans qu'il y ait la moindre crampe ni luxation. Tout ce qui est aussi optimisation post-opératoire, ça on travaille beaucoup au cabinet là-dessus, suite aux chirurgies, etc. Et après aussi, il y a un enjeu qui est très intéressant, c'est tout ce qui est amnésie aussi, partielle ou totale. C'est-à-dire on peut par exemple opérer un patient et quand on le ramène de l'hypnose, entre guillemets, on lui fait croire qu'il n'a pas été opéré, quoi. Est-ce que tu as réalisé déjà des interventions sans anesthésie ou est-ce qu'il y a une incidence sur la dose d'anesthésie? Est-ce que voilà, le fait d'avoir un patient qui est en hypnose profonde réduit ou voire annule l'intérêt d'une anesthésie? Alors, juste pour compléter la question précédente, et ensuite je réponds. Donc ça, c'est le premier volet de l'hypnose opératoire. Et puis après, il y a l'hypnose thérapeutique. Et l'hypnose thérapeutique est passionnante parce qu'on a toutes les indications de l'hypnothérapie classique dans la bouche. C'est-à-dire, on va pouvoir apprendre aussi en hypnose thérapeutique à gérer le stress, l'anxiété, la phobie, tout ce qui est, on va dire, tabac aussi, rééquilibrage alimentaire, le bruxisme et les rééducations linguale, onychophagie, etc. Voilà. Je ferme la parenthèse sur le côté hypnose thérapeutique, mais il y a tout un versant qui est très important, qui apporte de nombreux outils très intéressants. Alors, concernant l'hypno-analgésie, l'hypno-anesthésie, il y a 3 niveaux. Il y a ce qu'on appelle l'hypnosédation, c'est-à-dire on va mettre le patient dans un état de sédation, en fait, grâce à l'hypnose. Et puis après, on peut utiliser une anesthésie classique, locale, etc. Là, déjà, ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir diminuer les doses d'anesthésique. Voilà. Quand je dis diminuer, ça va être utilisé 10 à 20% de la dose classique. Et ça, on l'a quantifié sur de nombreuses interventions. Il y a eu des travaux qui ont été faits, mais au cabinet, on le constate quotidiennement. Ensuite, il y a un deuxième niveau, c'est l'hypno-analgésie. L'analgésie, c'est une perte partielle de la sensibilité. Donc ça, on l'obtient très facilement et très rapidement pour les patients en hypnose. Et on va pouvoir l'utiliser pour tous les actes, on va dire, quotidiens. C'est-à-dire, ça peut être de la restauratrice, ça peut être de l'esthétique, pour des facettes, pour de la paro, pour du surfaçage, etc. Et puis après, il y a un troisième niveau. Donc là, on n'aura pas besoin du tout d'anesthésie. L'hypnose, en fait, suffira pour supprimer, en fait, tout un flux douloureux. Et le troisième niveau, c'est l'hypnoanesthésie. L'hypnoanesthésie, à ce moment-là, on fait des interventions chirurgicales sans aucune anesthésie. Alors, au cabinet, on fait depuis une vingtaine d'années 5-6 hypnoses à peu près quotidiennement. Moi, j'ai à peu près une dizaine de patients par jour, donc je dois en traiter la moitié en hypnose. Toutes les hypnoses sont filmées, donc on a une database, une base de données énorme de plus de 10 000 hypnoses filmées. Et on doit avoir 2000 chirurgies comme ça, faites en hypnoanesthésie, c'est-à-dire sans aucune anesthésie chimique. Et ça peut aller loin, c'est-à-dire on peut faire des dents de sagesse incluses, hein, pas des dents qui bougent, des greffes, des chirurgies implantaires, etc. Par contre, à ce moment-là, ça nécessite soit une sélection des patients, soit
un entraînement des patients. Voilà. Donc ça, c'est l'hypnoanesthésie, ça nécessite en fait de la transe profonde, que j'appelle de la transe profonde somnambulique. Et ça, il faut que les patients ils soient soit virtuoses, soit entraînés, soit ils aient envie. Mais après, pour la majorité des cas, moi, j'ai beaucoup de patients qui veulent une anesthésie entre guillemets classique, mais par contre, qui ne pourraient pas se passer d'hypnose pour être soignés. Donc, pour simplifier, si on veut tout faire en hypnoanesthésie, ça prendrait trop de temps. Par contre, il y a des indications et il faut savoir le faire parce que ça apprend à gérer la transe profonde et surtout la gestion de la douleur en hypnose. Est-ce qu'il y a des suites post-opératoires qui diffèrent entre un patient traité de façon classique avec une anesthésie locale ou loco-régionale et un patient qui est traité avec une dose inférieure d'anesthésie? Est-ce que des suites post-opératoires changent? Alors, ça, c'est très intéressant parce qu'en fait, il faut savoir que déjà, quand on parle d'hypnose, c'est une discipline médicale et scientifique. C'est-à-dire, elle a été validée aux États-Unis en 1958 par l'AMA et par la BMA, la British Medical Association, en Angleterre depuis en 1955. En France, il aura fallu attendre en fait le rapport de l'INSERM et surtout l'avancée des neurosciences pour la valider et la reconnaître entre guillemets comme un outil médical et scientifique valide. Il y a énormément d'expérimentations qui ont été faites et qui sont l'hypnose expérimentale à plus d'un siècle, hein. Donc principalement sur la douleur. Au cabinet, ce qu'on constate, c'est que, alors c'est très difficile de quantifier, de faire des études en hypnose, parce qu'évidemment, il y a un facteur subjectif qui est interhumain, qui est lié, on va dire, à l'opérateur et au patient. Et à ce qui se passe, mais on constate toujours une optimisation des fonctions biologiques qui peuvent être liées soit au processus automatisé auquel on a accès quand on fait de la transe, c'est-à-dire aussi bien tous les processus immunitaires qu'inflammatoires, que vasculaires du patient. Et puis aussi, je crois qu'il y a un élément qui est fondamental, c'est qu'en fait, quand on fait de l'hypnose, on a les patients qui sont en activation en fait du système parasympathique, qui est le système de la détente. Donc, comme ce sont des systèmes antagonistes, on a freiné complètement le système orthosympathique et le système du stress, du cortisol, etc. Et donc, rien que ça, en fait, ça va générer des cicatrisations en fait, qui seront optimales et qui seront bien meilleures. OK. On fait une petite pause juste où on va voir avec le support de dental. Tom, est-ce qu'on a des questions qui viennent de nos auditeurs et que tu voudrais énoncer, ou est-ce qu'on continue sur le programme de Brice? Alors effectivement, pour le moment, bonjour à tous. Il y a eu donc quelques questions et commentaires qui étaient pertinents à vous poser. Le premier, c'est celui du coup du docteur Soumia Amor qui vous demandait comment est-ce que vous arriviez à gérer la transe profonde par l'hypnose formelle, même chez les enfants de 4 à 10 ans. Puisque elles, en l'occurrence, elle ne les calme qu'avec de l'hypnose conversationnelle. Et quelque chose qui est important à noter, d'ailleurs, si docteur Amor, vous souhaitez prendre la parole, n'hésitez pas quelques instants. Mais le docteur Amor a également lu votre livre, votre ouvrage, qu'elle a trouvé passionnant et qui lui a permis de se perfectionner, de se former. Voilà. Très bien. Alors, ça, c'est passionnant parce qu'en fait, il faut savoir que les enfants, il faut les soigner en hypnose parce que ce sont les patients de demain. Et à partir du moment où ils peuvent se faire soigner en toute sérénité, du coup, ça sera des patients qui, en fait, auront des facilités pour tout le système de soins, que ce soit dentaire, mais autre chose. Les enfants, alors moi, je ne suis pas pédodontiste, mais j'ai beaucoup d'enfants à soigner. Et les enfants, ce sont des virtuoses pour la transe. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette capacité en fait dissociative, imaginative extraordinaire. Donc, ce sont des super sujets et surtout pour la transe profonde somnambulique. Alors, tous les pédos font en fait, sans le savoir, de l'hypnose conversationnelle parce qu'ils vont générer des métaphores, ils vont créer des images, ils vont aborder le patient avec une certaine voix, avec sous un côté ludique, etc. Mais après, la transe formelle, c'est vraiment autre chose. Et l'avantage de l'hypnose chez les enfants, surtout, c'est en fait, ils vont aller très, très vite et très, très loin en transe profonde. Par contre, et c'est là où ça peut paraître déstabilisant, ils vont faire ce qu'on appelle des transes très agitées. Voilà, ils peuvent ouvrir les yeux, ils peuvent bouger, ils peuvent parler, alors qu'ils seront déjà très, très loin en hypnose. Donc, il faut avoir des systèmes qui permettent de tester la profondeur de transe. Voilà.
Si vous le voulez, après, là, j'ai une petite vidéo de démonstration qui montre l'évolution au cabinet. Et notamment, on voit des enfants. Et les enfants, c'est toujours un régal pour l'hypnose parce que ce sont les meilleurs sujets. Sauf s'il y a une autre question, Tom. Oui. C'est sur la vidéo. Eric a quelque chose. Oui, je voulais faire un commentaire. Oui, d'abord, je me régale parce que ton discours est magnifique et on apprend des tas de choses. Et surtout, il y a un point très important que je voudrais faire pour tous ceux qui nous écoutent ce soir et les nombreux qui nous écouteront demain et après-demain. Il y a un élément extraordinaire, c'est qu'un patient serein, un patient tranquille, c'est un praticien serein, c'est un praticien tranquille. Donc la journée de cabinet, quand on a des patients pas ou peu stressés ou moins stressés, tu as cité le lâcher-prise, c'est pas la même journée. Donc c'est extraordinaire certainement comme expérience pour le patient, mais c'est un gain extraordinaire aussi pour le praticien. Je vais juste faire part de cette remarque, et je ne sais pas si tu l'approuves, mais je l'ai ressenti comme ça. Tout à fait, Eric. Alors, d'autant plus que déjà, l'hypnose, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment un système gagnant-gagnant, c'est-à-dire aussi bien pour le patient que pour toute l'équipe soignante. Évidemment, l'atmosphère au cabinet, au fauteuil, n'est pas du tout la même quand on soigne avec l'hypnose ou quand on soigne sans l'hypnose. Et ça, tout le monde en bénéficie, le patient, mais aussi bien l'assistante que le praticien. Voilà. Donc, il y a vraiment une atmosphère, entre guillemets, hypnotique un peu, qui s'établit et qui est une bonne chose. Après l'hypnose, et ça c'est l'enjeu aussi du troisième cycle qu'on a monté avec The Dental en partenariat, c'est un outil extraordinaire en tant qu'auto-hypnose pour la prévention du stress et du burn-out. Et moi qui enseigne l'hypnose à la fac depuis une dizaine d'années, en fait, on a créé un module spécifique pour les praticiens, pour les assistants, pour la prévention du stress et du burn-out, parce qu'on se rend compte, en fait, qu'on est d'une des professions, pour des raisons, on va dire, neuroscientifiques, que je ne développerai pas forcément ici, parce qu'elles sont un peu longues à expliquer, mais qui est l'une des professions les plus exposées au stress et au burn-out. Voilà. Donc, si on a un outil qui permet déjà de travailler sereinement, et puis si cet outil, ensuite, on peut se l'approprier pour soi, c'est vraiment extraordinaire, quoi, parce que ça permet de soigner dans les meilleures conditions et d'avoir une vie professionnelle au quotidien qui soit moins stressante et surtout qui rajoute, j'allais dire, un épanouissement supplémentaire. Voilà. Et moi, le plus beau compliment qu'on m'ait fait une fois, c'est par rapport à l'hypnose. Parce qu'en hypnose, des fois, on essaie un petit peu de tester les limites, voir jusqu'où on peut aller en hypnoanesthésie, etc. Mais finalement, après 20 ans, je me rends compte que ça n'a pas tellement d'importance. Le plus important, en fait, c'est le ressenti des patients. Et une fois, j'ai une patiente qui était très, on va dire, un peu working girl, quoi, qui courait entre son boulot, ses enfants, etc. Et qui m'a dit, écoutez, je viens et j'adore venir chez vous parce que c'est le seul moment de la semaine où je peux me détendre. Voilà. Donc, quand on peut offrir ça aux patients. Oui, voilà, quand on peut offrir ça aux patients, c'est extraordinaire parce que non seulement ça crée d'autres rapports et ça rend plus simple et facile aussi la communication avec les patients, l'alliance thérapeutique dont on tout parlait tout à l'heure, mais également ce qui est intéressant, c'est que ça permet de se faire connaître autrement et d'avoir une fidélisation aussi de la patientèle parce que les patients viennent aussi nous voir pour la plus-value humaine qu'on a apportée au traitement strictement médical et dentaire, j'allais dire. Alors que nous réserve cette vidéo que tu vas nous présenter? Alors, oui, c'est parti. Donc là, c'est une vidéo de différentes inductions, différentes situations cliniques pour utiliser l'hypnose. Le principe, c'est d'expliquer que l'hypnose, ça peut être utilisé très facilement et très rapidement. Ça ne prend pas plusieurs minutes. Super. Allez, on va approfondir maintenant. Dans l'inspiration. Et on cesse aller. Très bien, super. De plus en plus bas. Très bien. Et calme. Très bien. Et comme le fauteuil va circuler, vous allez partir en arrière, complètement. Et commencer à prendre les mains, vous allez faire le piano. Notez comme ça. C'est l'assistant. Vous pouvez ouvrir les yeux. Et tout. Vous pouvez s'habiller confortablement. Super. Très bien. Et à votre avis, il va vous falloir combien de temps pour aller à la vitesse?
Vous êtes le champion. Allez, prenez une grande inspiration et vous dormez profondément. Très profondément. Très bien. Vous laissez aller confortablement à l'intérieur de vous. Et là, vous allez voir, c'est assez rigolo. Donc là, on voit avec des enfants, par exemple. Et tu vas regarder tous les petits détails, toutes les petites lumières à l'intérieur. C'est bizarre, hein. Et au fur et à mesure, tu vas avoir tes yeux qui vont être de plus en plus fatigués. Et au bout d'un moment, tu pourras te laisser t'endormir. Doucement, sans rien faire. Sans rien faire. Juste en écoutant ma voix et en testant. Si je laisse faire. Ouais, mais je sais ce qui m'a. Attention, t'es prêt? 1, 2, 3, et on ferme les yeux. On se laisse aller. On relâche complètement. Voilà, et tu fermes les yeux. Là aussi, avec des enfants, enfin là, des ados, on va dire. C'est intéressant, par exemple, dans des cas de chirurgie, s'il y a des canines incluses, des dents de sagesse, puis même pour tous les soins. Mais comme ce sont des actes quand même qui sont traumatisants à ce stade-là, ça permet vraiment aux patients et aux jeunes patients de ne pas du tout avoir le même vécu, on va dire, traumatique chirurgical. C'est impressionnant, Brice. Oh bah, ça s'apprend, hein, c'est pas compliqué. Hein. Tu vas nous dire comment ça s'apprend. Oui, bien sûr. Ouais. Et maintenant, pour mieux imaginer, je vais te demander de laisser tes paupières fermées. Okay. Dans cette main, tu vas imaginer un objet très très lourd. Ça peut être n'importe quel objet. Est-ce que tu vois quelque chose? N'importe quel objet. Ok, très bien. Et tu te laisses aller confortablement. Très très bien. Très très bien. Sans rien faire, on se sent super. Très bien, on a tout compris du premier coup. C'est parfait, très très bien. Je prends cette main et je relâche complètement la main. Et quand la main va tomber sur ton corps, à ce moment-là, tu vas plonger 10 fois plus profondément. Je prends la main. Et la main va descendre encore plus loin, encore plus bas, totalement détendu, comme ton corps pour l'instant. Et puis là, plus en plus. C'est-à-dire, il va un moment où je vais monter jusqu'à 3. Et à 3, d'un seul coup, tu vas laisser tes mains tomber sur ton corps. 22 et 3. Et tu vas complètement. Comme le fauteuil en arrière, tu vas pouvoir te laisser aller. Si tu partais pour une bonne skate, pour un rêve, je pense ce bras qui est très léger et qui peut en l'air. Très bien. Super. Puis la proche, ça des petits ballons, des extraordinaires, des cassements de pierre, des ballons. Les bras flottent en l'air. Et tu vois, c'est là les champs lumineux et sereins. Souvenez de penser, comme des ados, vers les cieux le matin, un livre récent, qui plane sur la vie, et qu'on prend sans effort, et engage des fleurs et des choses inédites. C'est la pédaler avec les mains, façon automatique. Et tu pédales. Regarde mon doigt. Regarde mon doigt. Non. Maintenant, je peux voir comment. Voilà. Écoute, c'est très impressionnant et tu vas nous expliquer comment on apprend ça parce que c'est un don. Il faut avoir un don ou est-ce que vraiment ça se travaille? Ça se travaille. Alors, il y a du don, mais ça se travaille. Alors, écoute, justement, parce que ça se travaille, parle-nous un petit peu du cadeau que tu nous as fait en nous, comment dirais-je, mettant à disposition ton expertise et sur The Dental et sur les différents cycles que tu as composés pour nous. Alors, déjà, c'est absolument pas un don, ce n'est que du travail. L'hypnose, c'est assez particulier, c'est entre la science et l'art. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il faut l'étudier vraiment de façon scientifique, rigoureuse. Il y a de nombreuses études. À la maison, j'ai une bibliothèque assez phénoménale d'hypnose. Voilà, donc c'est une passion et donc ça s'apprend. Voilà, donc il y a un fond théorique,
médicale, scientifique à intégrer pour comprendre comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne la transe. Et les neurosciences aussi nous ont beaucoup aidé à comprendre depuis la fin des années 90 comment ça se passait et comment on obtenait ces choses-là, comment on pouvait opérer des patients sans anesthésie et comment c'était possible. Et puis après, il y a la pratique. Et la pratique, pour moi, l'hypnose, je le vois vraiment comme un art. C'est-à-dire, en fait, à ce moment-là, il faut oublier tout ce qu'on a appris et vraiment être dans le ressenti, l'improvisation, etc. Donc, comment est-ce que ça s'apprend? En fait, ça s'apprend comme tout apprentissage, comme quand on apprend à conduire. Il faut voir d'abord, et puis il faut répéter, il faut modéliser. Et ensuite, il faut surtout pratiquer. Voilà, l'hypnose, c'est pour moi de la pratique et de la pratique. Alors, en concevant ce cycle d'apprentissage pour The Dental, comme j'avais déjà l'expérience de l'apprentissage de l'hypnose dentaire à la fac depuis une dizaine d'années, j'ai voulu aller surtout à l'essentiel et surtout être dans une pédagogie, on va dire, qui soit simple, pragmatique et efficace. Ce que je veux dire par là, c'est que l'hypnose, on peut avoir un fond théorique, mais il faut pratiquer, il faut se lancer le plus vite dans la pratique et avoir un peu comme une spirale hypnotique qui se déroule en fait, au début des choses simples et puis après un peu plus complexes, etc. Donc, la technique d'apprentissage que j'utilise, c'est à chaque fois, il y a toujours une vidéo de démonstration pour montrer une technique, par exemple. Ensuite, moi, je fais une vidéo en démonstration live, si c'est du présentiel, ou bien c'est du e-learning qui est filmé. Ensuite, les étudiants font l'exercice et après, on a le feedback et l'explication, la compréhension. L'idée, c'est toujours de partir d'une compréhension, on va dire, pratique pour aller vers la compréhension théorique, d'une part, et d'autre part, dans la pratique, être à la fois hypnotiseur et hypnotisé, c'est-à-dire opérateur et sujet, qui est la terminologie adaptée à l'hypnose, c'est-à-dire à la fois vivre l'hypnose de l'intérieur, comprendre ce que ça fait d'être hypnotisé, et en même temps de l'extérieur, parce qu'il y a une grande différence et il y a un décalage entre ce qu'on voit de l'extérieur et ce qu'on vit intérieurement. Voilà. Donc, concrètement, dans ce cycle, je l'ai divisé en fait en deux parties. Il y a d'abord le premier cycle 1, qui est hypnose dentaire thérapeutique et opératoire, dans lequel j'ai abordé à la fois toute la théorie, on va dire, sur l'hypnose, les neurosciences, les définitions de l'hypnose, une petite approche historique, etc. Et puis après, j'ai défini 3 niveaux, en fait, de l'hypnose. Le premier niveau, c'est en fait pour aller entre guillemets, d'une communication consciente à une communication subconsciente. Premier niveau, en fait, c'est toutes les techniques de communication, voilà, qu'on apprend. Le deuxième niveau, c'est toutes les techniques, on va dire, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'hypnose conversationnelle, qui est enseignée en France, principalement. Donc, je mets entre guillemets, parce que pour moi, ce n'est pas vraiment de l'hypnose, mais on a des techniques, en fait, qui vont permettre d'aller un peu plus glisser des suggestions. Donc, c'est le langage positif, mais aussi il y a bien d'autres stratégies, on va dire, d'hypnose conversationnelle, le Milton Model, le langage ericksonien, etc. Et puis après, moi, j'ai des formations en PNL, donc j'ai rajouté tous les outils de la PNL qui permettent d'optimiser tout cela, et notamment en termes de synchronisation pour établir le plus rapidement possible ce qu'on appelle le rapport avec le patient, c'est-à-dire quelque chose d'humain, en fait, qui va se créer en termes de communication. Ça, c'est le premier niveau, et c'est vraiment la base pour comprendre, parce qu'en fait, on ne peut pas faire d'hypnose si on n'arrive pas à créer déjà humainement un rapport avec le patient. Ce cycle, ensuite, il est orienté également vers les premières stratégies de l'induction en hypnose formelle, c'est-à-dire on commence à apprendre le discours préalable, aussi ce qu'on appelle les pré-tests, c'est-à-dire ce qu'on appelait avant les tests idéomoteurs, toutes les techniques en fait qu'on appelle maintenant des jeux d'imagination qui permettent déjà d'amener de la transe, etc. Et à travers ce cycle-là, il y a à la fois tout d'un répertoire de vidéos qui permettent déjà de comprendre et de voir ce que c'est l'hypnose dentaire, parce que là, en fait, on n'a vu que ce qu'on appelle des inductions d'hypnose. C'est-à-dire, on voit juste le début de l'hypnose, ça dure quelques secondes, mais ensuite, on ne voit pas comment je travaille en hypnose avec le patient, que ce soit opératoire ou thérapeutique. Donc, une database, c'est-à-dire une base de données avec des vidéos. Et puis après, dans ce cycle 1, il y a 2 jours de formation à Nice, quoi. Ça, vous venez passer un bon week-end, un week-end sympa. Et en même temps, là, on va commencer vraiment à s'entraîner parce que l'hypnose, pour moi, c'est vraiment l'intérêt du blended learning, c'est-à-dire du e-learning plus du présentiel, c'est que
En e-learning, on a un super outil parce qu'on peut voir, revoir, etc. Et après, en présentiel, l'hypnose, il faut vraiment l'apprendre en présentiel parce que ce sont des gestes à acquérir, c'est une posture à acquérir, c'est vraiment tout un tas de choses qu'il faut falloir modéliser. Et là, on utilise les mêmes stratégies, c'est-à-dire vidéo de démonstration, démonstration live avec les élèves qui sont là, ensuite exercice, et après feedback, et on comprend théoriquement ce qu'il y a derrière on va dire, derrière ce qui s'est passé en fait derrière chaque exercice. Donc, ce qui veut dire que 2 jours à Nice, c'est 2 jours en fait d'hypnose pratique toute la journée. Voilà, c'est assez intensif, mais c'est passionnant parce que les praticiens ils repartent ensuite avec des outils qu'ils vont pouvoir utiliser 2 jours après à leur cabinet. Le cycle 2, il a été conçu, en fait, c'est vraiment le niveau au-dessus, c'est le niveau approfondi. Donc là, c'est tout ce qui est hypnose formelle et gestion de la transe profonde. On va considérer que tout le cycle 1 est acquis, à la fois le rapport, les techniques de communication, l'alliance thérapeutique, etc., les techniques d'induction. Et là, on va vraiment développer à la fois les inductions rapides instantanées, parce qu'en fait, l'hypnose, le principe, c'est qu'il ne faut pas perdre de temps au cabinet. Voilà. Et moi, l'intérêt, c'est toujours d'amener le patient le plus vite, le plus bas, le plus loin possible en transe, de façon à pouvoir déjà travailler avec lui et ensuite ne pas avoir à parler tout le temps. Voilà. Ça, c'est pour l'hypnose opératoire. Après, pour l'hypnose thérapeutique, évidemment, je vais devoir parler. Mais dans ce cycle 2, donc même stratégie, toujours des vidéos, des exercices, etc., de la pratique. Et là, on va aborder tous les aspects en fait, de l'hypnose opératoire. Tout ce qu'on peut faire en hypnose, donc les anesthésies, les hallucinations, les amnésies, les contrôles de la salivation, etc. Toutes les déclinaisons en fait, de l'hypnose opératoire. L'hypnose chez les enfants aussi, parce que j'ai souvent des pédodontistes qui viennent se former à l'hypnose. Et donc, il y a vraiment une spécificité de l'hypnose et de la transe formelle chez les enfants et de la transe profonde. Ça ne s'aborde pas de la même façon, même si on peut utiliser des outils qui sont similaires. Il y a quand même une gestion de la transe qui est un petit peu différente. Et après, l'énorme versant aussi de l'hypnose thérapeutique, où là, il y a tellement d'indications qu'on peut faire, le sevrage tabagique, le bruxisme, les douleurs, le stress, la phobie, l'anxiété, évidemment, toutes les rééducations aussi alimentaires, contrôle de nicophagie, déglutition atypique, enfin, il y a plein d'indications de l'hypnothérapie. Hein, voilà. Donc, en d'autres termes, la database, évidemment, d'une base de données, et puis 2 jours de pratique à Nice. Là, c'est pour aller plus loin et vraiment savoir avoir un éventail à 360 des techniques qu'on va pouvoir utiliser en hypnose dentaire. Et après, on a créé un 3e cycle qui est indépendant, celui-ci, par contre, des 2 autres, qui peut être fait ou pas fait, qui va être l'outil de l'auto-hypnose pour le praticien et l'équipe soignante. Et là, ça va être très intéressant parce qu'il va y avoir déjà toute une partie sur ce qu'on appelle la mind-body connection, c'est-à-dire l'interaction entre le corps et l'esprit. Là, une compréhension peut-être plus poussée des phénomènes au niveau du rôle du subconscient, au niveau comportemental, psychologique, physiologique chez l'individu. Donc, c'est plus du développement personnel, mais en même temps, le but, ça va être de pouvoir l'utiliser au quotidien dans sa vie, que ce soit sa vie perso, que ce soit sa vie professionnelle, pour savoir gérer, en fait, être autorégulatif et savoir gérer son stress, etc. Et pas aller justement jusque dans le burn-out, malgré, entre guillemets, toutes les contingences professionnelles que l'on a. En fait, les 2 cycles, le cycle 1 et le cycle 2, en fait, se structurent pour moitié en distanciel, avec, comme tu l'as dit, énormément de vidéos, et l'autre moitié, 2 jours de TP à peu près. Donc, ça fait à peu près 15 heures, et la même chose pour le cycle 2. Comme je vois l'heure un petit peu avancée, qu'on a un format à peu près, est-ce qu'il y a des questions qui se présentent Tom, est-ce que certains auditeurs veulent poser des questions à ce stade Pour le moment, on a traité les questions du chat, donc on peut continuer la présentation et profiter du temps restant s'il y en a plus tard pour pouvoir laisser à la limite un format de questions-réponses et de la prise de parole des participants. Voilà. OK. Alors, je reviens par rapport au… Alors, que saurais-je faire? Oui, on peut continuer le PowerPoint. Alors, que saurais-je faire à l'issue de la formation? En fait, le but, souvent, je compare ça. Moi, j'ai fait d'autres DU en dentisterie, les classiques, on va dire, implanto, etc. Je dis, voilà, quand vous faites un DU d'implanto, à la fin, vous savez poser un implant, mais vous ne pouvez pas vous lancer dans une chirurgie maxillaire complète. L'hypnose, c'est pareil, c'est-à-dire,
on va vous donner un outil, vous allez apprendre un outil, vous allez apprendre l'art de l'hypnose. Et puis après, en fait, cet art, il va falloir vous l'approprier, cet outil, l'utiliser au quotidien pour l'intégrer au cabinet, en fait. Donc, ça veut dire qu'il y a un team qui est très intéressant à établir avec l'assistante dentaire qui doit participer aussi de la formation, je pense, parce qu'elle apprendra beaucoup de choses. Et en même temps, le but, en fait, c'est d'intégrer cet outil. Et cet outil, en fait, on va pouvoir l'utiliser très rapidement. D'abord, dans des actes simples, avec de la transe peut-être légère. Et puis après, on va apprendre à approfondir, à gérer de la transe avec toutes les stratégies qu'on a développées. Et puis après, au fur et à mesure, on va dire des semaines, des mois et des années, ben, vous apprenez à faire, on va dire, tout ce que je sais faire en hypnose dentaire. Parce que moi, j'ai mis tout ce que je fais au cabinet, au quotidien, dans cette formation. Je reviens une seconde sur ce que tu viens de dire. Ce qui me paraît très important, c'est qu'en fait, ces formations, c'est une formation de team. Si un praticien souhaite venir avec son assistante et que l'équipe se forme, c'est ce que tu préconises. Ah, c'est beaucoup plus intéressant, oui. C'est beaucoup plus intéressant parce qu'en fait, déjà, l'assistante va pouvoir à certains moments, par exemple, relayer le praticien. Moi, ça m'arrive tout à fait, par exemple, de commencer, je fais une induction, je fais le début de l'hypnose, et puis après, quand on fait de l'hypnose, en fait, c'est vraiment de l'hypnose tout-terrain qu'on apprend à faire. C'est-à-dire, il y a du bruit, parce qu'évidemment, il y aura du bruit dans la bouche, mais il y a du bruit, je suis dérangé des fois au téléphone, il y a la porte qui claque, etc. Et en fait, on va voir que ça ne gêne absolument pas la transe et le rapport qui s'établit. Mais par contre, ce rapport, on peut aussi le changer en cours de route, en fait. Et c'est l'assistante qui peut prendre le relais pour l'hypnose. Voilà. Dans certains moments, pour les approfondissements, pour des suggestions, etc. Donc, c'est vraiment très intéressant. Puis, c'est une ouverture, je trouve, de l'équipe dentaire à une façon de travailler différente. Et surtout, on gagne quand même, je trouve, en temps, en confort et surtout en énergie. Voilà. Alors, écoute, je ne sais pas si on en est là dans ta présentation, mais j'aimerais aussi savoir s'il y a des contre-indications, s'il y a des patients que tu te refuses de traiter et pour quelles raisons. Alors, je vois 3 contre-indications qui sont très relatives à l'hypnose, mais la première contre-indication, ce sont, alors, entre guillemets, les femmes enceintes. Et je m'explique bien. Pourquoi? Il n'y a aucune contre-indication à l'hypnose pour les femmes enceintes, parce qu'en fait, elles vont utiliser l'hypnose souvent pour accoucher. Donc, on leur apprend des techniques d'auto-hypnose, elles pratiquent de l'hypnose. Par contre, chez les femmes enceintes, l'hypnose, à certains moments, si on est dans des périodes où il y a un peu des nausées, etc., ça peut créer des sensations, entre guillemets, un peu de vertige qui peuvent être désagréables. Donc, voilà. Donc, dans les premiers mois de la grossesse, je ne l'utiliserai pas. Voilà. Deuxième contre-indication, chez les sujets qui sont sous l'emprise, on va dire, de stupéfiants ou alcoolisés au moment où on doit faire le soin. Bon, je vous avouerai que ça ne m'est jamais arrivé. Troisième contre-indication qui n'est pas absolue mais qui est relative, c'est chez les sujets très qui ont des troubles psychiatriques dissociatifs extrêmes. On va dire des schizophrènes, des paranoïaques aigus, etc. Alors, je vous avouerai que j'en ai eu aucun depuis plus d'une vingtaine d'années, mais ce sont des contre-indications, entre guillemets, à l'hypnose, parce que ça va déjà créer un état dissociatif qui peut accentuer la psychose. Quoique, j'ai beaucoup d'amis psychiatres qui utilisent l'hypnose et qui traitent ces patients. Voilà. Donc, avant, on disait non, ce sont des contre-indications absolues. Maintenant, je dirais que ce sont des contre-indications relatives. Il faut savoir que l'hypnose, c'est un phénomène naturel. Voilà. Dans la journée, on a tous des moments de rêverie. Quand on est petit, on regarde par la fenêtre, quand le prof parle à l'école, quand on conduit, on arrive au domicile sans s'être rendu compte du trajet, quand on est absorbé au cinéma, quand on lit un bouquin. L'hypnose, en fait, c'est prendre cet état en fait, de rêverie et ensuite l'amplifier. Voilà. De façon à ce qu'au bout d'un moment, ce ne soit plus le conscient qui, entre guillemets, pilote tout le corps et l'esprit, mais ce soit le subconscient, l'imaginaire. Et cet imaginaire, en fait, il a une fonction extraordinaire qui c'est on peut, entre guillemets, y implanter des programmes et surtout créer des automatismes sur le plan psychologique et physiologique. Et ça, c'est toute la magie et le côté merveilleux de l'hypnose, c'est-à-dire de faire fonctionner quelqu'un et aussi de fonctionner soi-même, parce qu'il faut savoir que quand on fait de l'hypnose au quotidien, on est obligé aussi pour faire de l'hypnose d'être dans un état de transe légère, et ça devient intéressant. Donc, de solliciter en fait son subconscient pour travailler différemment. Bien. Donc, pas de contre-indication,
à l'hypnose, parce que c'est un état naturel en fait, mais quelques petites contre-indications très relatives, mais on va dire, au vu de nombre d'hypnoses réalisées au cabinet, ne se rencontrent qu'exceptionnellement. Et puis après, évidemment, la contre-indication, c'est si le patient ne veut pas d'hypnose, parce que l'hypnose, elle n'est jamais imposée, elle est toujours proposée, voilà, au C'est cabinet. ça, c'est ça. Si Donc, quelqu'un est réfractaire, ah oui, oui, et puis moi, je ne suis pas prosélyte, hein, c'est-à-dire si le patient, je dis voilà, si vous voulez, on peut vous soigner en hypnose. Donc, après, s'il ne veut pas, ça ne me dérange pas de soigner de façon, entre guillemets, classique. Hein. Très bien, très bien. Tom, toujours, je te sollicite. Est-ce que l'un des auditeurs a une question particulière à poser? Est-ce qu'il y a des auditeurs qui pratiquent l'hypnose déjà? Donc, on a une pédodontiste qui a posé une question. Est-ce que c'est quelque chose qui est familier pour vous? Est-ce que... Vous pouvez participer directement. Hein, poser vos questions. Voilà. C'est le moment, avant de conclure, puisqu'on est dans un format qui va vous permettre d'aller dîner très tranquillement. Est-ce qu'il y a des questions comme sur le chat? Donc sur le chat, c'est bon. Je précise simplement donc aux participants que j'ai reprécisé dans le chat également les différents liens qui ont été abordés pendant la présentation par le docteur Lemaire. Et j'ai également ouvert un sondage si vous souhaitez participer afin de comprendre parmi les participants à cet événement à quel point vous étiez plus ou moins familier avec l'hypnose dentaire. Voilà. Dernière précision de mon côté que j'ai indiqué également dans le chat, mais ce webinaire était bien entendu enregistré et vous sera envoyé dans les prochains jours pour ceux qui souhaitent revenir sur quelques points qu'ont abordé du coup Brice ou revoir les formations de les vidéos justement de ces prestations qui étaient dignes d'un vrai magicien. Voilà. Sautant sur la question, Brice, est-ce qu'il te reste une ou deux vidéos peut-être que tu as dans ta présentation un peu plus loin à nous montrer? Alors, dans ce PowerPoint, non, je n'ai pas mis d'autres vidéos parce qu'après, elles sont vraiment spécifiques. Puis le problème des vidéos d'hypnose dentaire, bon, déjà, j'en ai tellement. Mais surtout, ce qui est intéressant, c'est en fait de voir vraiment une séance d'hypnose complète. Et ça dure toujours le temps de la séance de traitement, en fait. Donc, ce sont des vidéos minimum de, on va dire, sauf traitement très rapide, mais ce sont des vidéos toujours qui sont beaucoup plus longues, quoi. Ce qui a été impressionnant tout à l'heure dans la vidéo que tu as présentée, c'est que on a le sentiment, et est-ce que je me trompe, que tu peux en quelques secondes mettre quelqu'un en état d'hypnose. Donc, quand les mains tombent de façon un petit peu brutale, ça veut dire qu'il faut prendre quoi, 3-4 secondes, 5 secondes, plus que ça? Alors, en fait, il faut remettre ça dans le paysage, entre guillemets, de l'hypnose française. Depuis les années 80, l'hypnose française, elle est principalement néo-ericksonienne, c'est-à-dire elle est plutôt orientée vers des techniques de langage. Donc, c'est plutôt, on va dire, de la psychothérapie, j'allais dire. Et surtout, on parle aux patients avec une certaine intonation, une certaine voix, certains mots qu'on doit dire, pas dire, etc. Tout ça, je l'ai appris, je l'utilise, mais en fait, la spécificité de l'hypnose que j'ai développée, qui est celle que j'ai appris dans les pays anglo-saxons depuis une vingtaine d'années, c'est une hypnose en fait orientée, vous l'avez compris, vers la transe formelle et la transe profonde. Et donc, on utilise énormément de stratégies qui sont des stratégies d'induction, c'est-à-dire techniques pour amener le patient en hypnose, instantanées ou rapides. Donc, mettre quelqu'un en hypnose, on apprend à mettre quelqu'un en hypnose en quelques secondes. Voilà. Mais en fait, l'induction, c'est juste, on ouvre la porte à la transe et ensuite le patient, il y va. Et en fait, le vrai travail de l'hypnose, il commence après pour gérer la transe. Donc, la spécificité, je dirais, de cette formation, c'est la seule formation en fait en France qui soit vraiment dédiée à l'hypnose opératoire et qui soit dédiée à ces techniques qui viennent de l'hypnose moderne, en fait, dont la base est ce qu'on appelle l'hypnose hellmanienne, c'est-à-dire une hypnose médicale, en fait, et scientifique qui a été formulée aux États-Unis dans les années 50 et qui ensuite s'est développée.
Donc, ça paraît toujours un peu spectaculaire, un peu magique, mais en fait, ce sont des techniques qui sont très simples, qui utilisent des techniques à la fois psychologiques et surtout physiologiques au niveau du corps humain. Il faut savoir que sans le savoir, en fait, on a tous des capacités à la transe, comme je le disais tout à l'heure, mais il y a un art de la transe et une science de la transe pour amener de la transe chez n'importe quel individu en quelques secondes. Voilà. Et ça s'apprend, hein. Voilà. Il n'y a rien de mystérieux, ce n'est pas un don. Je disais, c'est juste du travail. Donc, c'est tout l'enjeu de cette formation, c'est-à-dire, c'est vraiment d'amener une hypnose qui ne soit pas de l'hypnose ericksonienne, enfin, même si il y aura tout le contenu de l'hypnose ericksonienne à travers cette formation, mais surtout vraiment de l'hypnose formelle et de l'hypnose, on va dire, réelle, quoi. Écoute, c'est un sujet passionnant et vraiment, on te remercie infiniment d'avoir consacré cette heure à cette initiation, puisque effectivement, on a des programmes qui sont extraordinaires pour ceux que ça intéresse. Donc, merci encore infiniment, Brice, Je me permets, pardon. Tom veut dire quelque chose, ça veut dire qu'il y a des questions. Nous sommes ouverts à vos questions. On serait ravis vraiment d'entendre vos voix. On voit déjà vos visages, ou presque tous, et on est très contents, voilà, parce que nous, The Dental renoue avec un format qui a été pendant de nombreuses années mensuel, puisque notre premier webinaire a été suivi de plus de 200 webinaires. Donc ce soir, nous renouons avec les bonnes habitudes de The Dental, et ce sera le cas durant toute l'année 2023. C'est ça. Alors, je me permets de rebondir juste sur 2 points, je pense, qui sont deux questions, remarques donc des participants que je considère être une très bonne conclusion pour du coup ce webinaire. La première, c'est finalement, si je résume, c'est ce qu'a pu dire du coup le docteur, alors Ganimé, excusez-moi si j'écorche le nom, mais Daniel. Exactement lui-même. Voilà. C'est un copain. Très bien, ok, super. Salut. Et du coup, là, ce que vous avez très bien résumé, c'est que c'est vraiment une question, donc Brice, a priori, je pense que vous êtes d'accord, mais 80% sur de la pratique, de la confiance, et c'est pour ça que du coup, voilà, l'activité travaux pratiques, ou en tout cas avoir un côté très concret avec du coup cette formation, c'est vraiment ce qui permet d'avoir à la fois la pratique, mais aussi être en confiance dans la pratique, et c'est quelque chose qui est d'autant plus important, et 20% de théorie, parce qu'effectivement, ça reste quand même une pratique qui est… qui reste dans un domaine médical et qu'il faut quand même pratiquer avec attention. Donc ça, c'est le premier point. Du coup, Daniel, si vous souhaitez détailler le commentaire avec Brice, n'hésitez pas. Et je reviendrai après sur le mot de la fin qui, pour moi, nous a été donné donc, par le docteur Béatrice Bento, et je conclurai là-dessus. Voilà. Donc, quelle est cette conclusion que… Justement, c'était ça. Je pense comment mettre fin à cette étape d'hypnose dans lequel on peut être en regardant et en suivant le discours donc de Brice depuis maintenant 1 heure. Voilà. Alors, en conclusion, moi, je voudrais déjà remercier l'équipe de The Dental. On a conclu un très, très beau partenariat. C'est un projet dont je suis très, très content parce que c'est vraiment un aboutissement de plusieurs mois, pas loin d'une bonne année de travail intense pour faire le contenu de cette formation. Et en conclusion, moi, je dirais juste, quand j'ai commencé à travailler, mon premier associé qui était proche de la retraite m'a dit, tu verras, ce qui fait tourner un cabinet, c'est 2 mains. Voilà, c'est tout. Et donc, j'ai gardé ça en tête. Et maintenant, en fait, je trouve que ce qui fait tourner un cabinet, c'est 2 mains, mais c'est surtout 2 cerveaux. C'est-à-dire, c'est à la fois le cerveau conscient et c'est le cerveau subconscient, c'est aussi l'imaginaire. Et ce qui est très intéressant, c'est d'apprendre à travailler différemment avec ces 2 mains, avec ces 2 cerveaux, de façon à ce qu'il y ait une association entre la dimension, on va dire, psychologique et ensuite la dimension physiologique de tout ce qu'on fait, aussi bien au boulot que dans la vie en général. Et c'est vraiment une ouverture extraordinaire qu'apporte l'hypnose. Eh bien, écoute, merci beaucoup, Brice. On viendra te voir à Nice et le plaisir vraiment sera très grand de pouvoir creuser et aller plus loin dans ce sujet comme tu nous as donné l'envie ce soir. Merci à tous, merci infiniment de nous avoir rejoints et puis à très bientôt pour d'autres épisodes de The Dental. Passez une bonne soirée. Merci. Et à très vite. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Un dernier mot, je dirais, l'esprit de The Dental, c'est toujours cet esprit de win-win.
Un win pour le patient, un win pour le praticien, un win pour le conférencier. Et c'est toujours dans cet esprit-là qu'on aimerait travailler et proposer les prochains sujets. Merci à tous et venez nombreux nous rejoindre dans les prochains webinaires de ce temps. Très bonne soirée. Et merci à tous. Bye bye. Merci beaucoup. Merci beaucoup.